Sony revient avec son A7 V, un boîtier qui a été quand même pas mal attendu, notamment pour remplacer l'A7 IV qui s'est honnêtement vendu par palette. C'est un des boîtiers les plus vendus, comme d'ailleurs son petit frère, hein, l'Alpha 7 III. Peut-être que vous le savez aussi, mais Sony, quand même, une partie de leur réputation, elle s'est construite notamment grâce à la vidéo. Donc forcément, tout le monde se demandait ce qu'allait apporter cette nouvelle génération, à la fois en photo, mais surtout en vidéo. On va voir qu'en photo, justement, on a pas mal de nouveautés, peut-être un peu moins en vidéo. Est-ce que c'est suffisant ? C'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Je voulais prendre le temps, je vous avoue, de faire cette vidéo-là parce que la 7 IV a été un boîtier déjà hyper important pour moi. À titre perso, je l'utilisais dans des prods. Et aussi, c'est le boîtier que j'ai le plus vendu sur IPLN. D'ailleurs, merci à tous ceux qui mettent le code Maxime, ça m'aide vraiment. Et faut dire que ce type de boîtier-là, dans ce prix-là, on est vraiment dans le cœur du marché. C'est ce qui se vend le plus. C'est, on va dire, ce que la majorité des gens vont aller. Et forcément, c'est un segment qui est ultra concurrentiel. En face, on a le Canon R6 III qui vient tout juste de sortir. On a le Nikon Z6 III et on a aussi le Lumix, pourquoi pas S5 II, voire même maintenant S1 II. En fait, il faut comprendre qu'on est dans le segment des boîtiers qui sont hyper polyvalents. Ils sont normalement censés être autant capables de faire à la fois de la photo et de la vidéo. Et vous allez voir que comme dans tous les boîtiers, et l'A7 V n'y déroge pas, il y a des pour et il y a des contre. Je vais essayer de vous donner un maximum de choses pour qu'à la fin, vous sachiez si c'est fait pour vous ou pas. Ok, alors rentrons dans le vif du sujet. On va commencer par les specs parce que Sony a fait évoluer le cœur de son boîtier. On a un nouveau capteur plein format de 33 mégapixels. Donc on a la même résolution qu'avait l'A7 IV que je trouve pour moi quasiment parfait en termes de mix à la fois pour la photo et de la vidéo, tant que la montée en ISO suit, et c'est un peu plus le cas, vous allez voir sur ce boîtier. Mais cette fois-ci, le capteur, il n'est pas en standard, il est en semi-empilé, et ça va changer pas mal de choses. C'est un capteur qui est forcément beaucoup plus rapide, ça va donc réduire le rolling shutter, et ça va surtout aussi améliorer la rafale en photo. Donc, capteur semi-empilé, c'est de plus en plus en train de devenir, on va dire, une norme. Ça va permettre de beaucoup moins déformer de sujets qui passent vite, et comparé à un capteur classique, vous allez voir que normalement, on voit assez bien la différence. On n'est pas encore au niveau d'un capteur empilé qui lui va pas du tout déformer, mais c'est quand même bien, donc très content d'avoir ce nouveau capteur qui, vous allez voir, va être plutôt utile. On a également un tout nouveau processeur, c'est le Beyond XR2, donc là on a une puce IA qui est dédiée, et ça c'est peut-être une information qui est passée à côté alors que c'est extrêmement important, parce que ça veut dire que grâce à ce nouveau processeur, on va pouvoir avoir toutes les mises à jour futures. C'est un peu la base de la nouvelle génération, on va dire, des boîtiers que va faire Sony, et donc forcément ça laisse présager de nouvelles choses, pourquoi pas des futures mises à jour qui pourront être intégrées sur ce boîtier-là. Dans tous les cas, avec ce qu'il est capable de faire, avec le nouvel autofocus, voilà, c'est forcément une bonne chose d'avoir une amélioration sur le processeur. Parlons des specs en photo un peu, parce que c'est pour moi une des plus grosses évolutions de ce boîtier-là. On passe d'une rafale de 10 images par seconde qu'on avait sur la 7 IV à 30 images par seconde. C'est évidemment en obturateur électronique, mais la différence, c'est quand même pas moindre. On va pouvoir décortiquer un peu mieux le mouvement quand on passe à 30 pour justement avoir la photo qu'on voulait réellement. Même si, voilà, dans beaucoup de cas, 10 images par seconde peuvent suffire. Encore une fois, qui peut le plus peut le moins. Avoir la possibilité de faire des photos jusqu'à 30 images par seconde, on prend. Alors en obturateur mécanique, on reste à 10, mais bon, moi ça me suffisait personnellement. Mais c'est surtout la grosse nouveauté, c'est qu'on n'a plus de blackout. En fait, c'était un peu chiant quand on faisait des photos avec la 7 IV en mode rafale. Et justement, on avait des espèces de petits écrans noirs qui nous empêchaient un peu de voir du coup ce qui se passait. Alors que là, ça y est, on n'a plus de blackout, donc on voit en continu. Et ça, c'est le truc qui change complètement, je trouve, l'expérience quand tu vas shooter du sport, de l'animalier, voire même du mariage, parce que tu peux suivre toute la scène et t'as pas ces espèces justement de blackout. Une autre option qui je trouve incroyable, en tout cas d'un point de vue expérience, c'est la possibilité de récupérer une photo une seconde après avoir appuyé sur le bouton. Ça, c'est une option qu'on peut activer qui s'appelle le pré-déclenchement et qu'on avait jusqu'ici que sur des boîtiers un peu plus haut de gamme, du moins chez Sony. Et là, on a la possibilité de le faire, et pas seulement en JPEG comme le font d'autres justement en caméra. Là, on peut faire du pré-déclenchement en RAW jusqu'à 1 seconde. Donc ça, pour ceux qui connaissent pas trop cette techno-là, en gros, vous pressez à moitié le bouton et dès que quelque chose se passe devant vous, un oiseau qui s'envole ou peu importe, vous appuyez et vous allez pouvoir du coup récupérer toutes les photos 1 seconde avant d'avoir appuyé sur le bouton. Ça, c'est une option qui change énormément la donne quand on fait de l'animalier ou voire du sport, quand en fait on fait des photos de quelque chose qui est imprévisible et on sait pas exactement quand il va se passer quelque chose. Alors parlons du buffer aussi, parce que je trouve qu'il y a un sujet. Donc le buffer, pour ceux qui savent pas, c'est le fait de savoir combien de rafales, on va dire, on peut faire sans que la caméra dise s'il te plaît frérot, fais une pause. Quand on est en obturateur mécanique, il n'y a pas de sujet. On peut vraiment, vu que c'est 10 images par seconde, on peut tenir autant de temps qu'on veut, là il n'y aura pas de problème. Par contre, en obturateur électronique, voilà, à 30 images par seconde, il faut savoir qu'on va pouvoir faire des rafales pendant à peu près 1,5 secondes. Et ça, c'est un peu moins bien parce que le R6 III, lui, il tient le double.
Voilà, faut quand même le savoir. À la grosse différence, c'est que l'A7 V, quand on arrive au bout de ces 1,5 secondes en rafale, il s'arrête pas, il continue à prendre des photos, c'est juste que lui, bah, il passe à 10 images par seconde. Donc on a bien 30 images par seconde pendant environ 1,5 secondes, et ensuite on passe à 10. À la différence du R6 III, qui lui quasiment est au double, sauf qu'au bout des 3 secondes à peu près, bah, lui, il peut plus prendre de photos pendant plusieurs secondes. Et en vrai, peu importe, hein, même le 1,5 secondes en rafale à 30 images par seconde, voilà, c'est souvent assez suffisant quand on veut vraiment le moment précis. En tout cas, personnellement, dans mes photos, voilà, ça m'a pas dérangé. Alors justement, vu qu'on parle du mode rafale, faut savoir qu'on a une limitation un peu chiante chez Sony, c'est-à-dire que là, on peut faire du 30 images par seconde en mode rafale, mais c'est uniquement avec les optiques Sony. Si vous avez du Tamron, du Sigma, du Viltrox ou autre, bah, vous serez limité à 15 images par seconde. Donc faut le savoir. En photo, on a une belle amélioration, notamment sur la qualité d'image, parce que maintenant, les photos en RAW qu'on va faire, bah, ça va être du 14 bits, et ça même en obturateur électronique, alors qu'avant, on était limité à du 12 bits. Donc ça veut dire qu'on gagne en plage dynamique. On a, on va dire, une latitude pour récupérer les infos en basse lumière et dans les hautes lumières qui sont un peu meilleures. Ça, on en parlera un peu dans la qualité d'image, mais c'est voilà, forcément appréciable. Donc avec tout ça, on voit qu'en photo, on a une vraie évolution. Est-ce que c'est le cas en vidéo? Alors évidemment oui, le boîtier progresse. Peut-être pas autant que ce qu'on aurait espéré, mais en vrai c'est déjà pas mal. Donc en vidéo, on peut évidemment filmer en 4K 25. Maintenant, on peut filmer en 4K 50 sans crop. Voilà, moi c'était mon plus gros problème avec la 7 IV, le fait qu'il y ait un crop APS-C qui est quand même assez costaud. Nouveauté aussi, on peut filmer en 4K 120 sur la 7 V, mais là du coup le crop a été décalé parce qu'on a un crop en Super 35 qui est quand même assez conséquent. Est-ce que c'est gênant? Oui, j'aurais préféré ne pas l'avoir ce crop là, sachant que le R6 Mark III, lui, n'a pas de crop en 4K 120. Mais personnellement, c'est pas la fréquence d'image que j'utilise le plus. Je filme énormément en 4K 50 et très peu en 4K 120, mais encore une fois, voilà, j'aurais préféré ne pas avoir de crop. Par contre, ce qui est bien, c'est que la 4K 25 et la 4K 50, ils sont suréchantillonnés à partir de la 7K. Donc dans les grandes lignes, en fait, on a un rendu 7K qui est intégré dans la 4K. Donc forcément, le rendu est plus propre, il est plus détaillé et globalement plus fin que ce qu'on pouvait avoir du coup avec la 7 IV. Et voilà, même si la 4K 120, elle est pas suréchantillonnée et du coup elle est croppée, je suis quand même content de l'avoir. Surtout la qualité d'image en 4K 120, elle est bien. Certains autres boîtiers, je pense à la C50 ou la 4K 120, elle est molle. Là, c'est pas le cas. On a une vraie bonne 4K 120, mais on a un cran. On peut aussi descendre pour faire de l'ultra slow-mo, on va dire à 240 images par seconde, donc ralenti 10 fois. Que là, on va descendre en 1080p. Évidemment, la qualité en prend un coup, mais ça reste utilisable. Alors, petite précision, parce que Sony nous met une option un peu étrange. Ils ont appelé ça la priorité à l'angle de champ. Concrètement, en 4K 50, si vous laissez cette option activée, le boîtier va garder, on va dire, le plein format, donc il va pas cropper dans l'image, mais il va enlever une petite partie de réduction de bruit en interne. Ce qui va en soi donner une image, on va dire, plus détaillée, mais du coup, le bruit numérique risque de ressortir plus facilement, en particulier en situation vraiment de grosse basse lumière, on va dire. Si vous désactivez cette option, ou justement, vous voulez garder peut-être une meilleure qualité de nuit en 4K 50, et bah là, le problème, c'est qu'on va avoir un crop de 1,1, 1,2 à peu près, mais du coup, on a une gestion du bruit qui est un peu plus agressive, donc l'image devient, on va dire, légèrement plus propre. En toute honnêteté, la différence se voit très peu. Elle va se voir vraiment dans les situations très sombres. Je vous conseille en 100 fois de laisser activer. Je préfère ne pas avoir de crop et avoir, on va dire, la même qualité d'image et surtout de garder le suréchantillonnage que je peux avoir en 4K 50. Mais voilà, sachez que vous avez cette option-là. Pour moi, ne sert pas à grand-chose, ou du moins, voilà, moi je le laisse toujours activé. Alors côté audio, ils intègrent pas mal de nouvelles options pour mieux gérer le son, mais on reste en enregistrement à 24 bits, là où on commence de plus en plus à avoir des 32 bits en interne. Je pense notamment à la Nikon ZR. Ça aurait été bien de l'avoir, on l'a pas, bon c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Ok, parlons un peu de qualité d'image. Pour rappel, je le dis de temps en temps, mais c'est l'optique qui est plus importante et qui va d'ailleurs le plus impacter la qualité de votre image. Si jamais vous achetez un A7 V et que vous mettez un objectif kit, vos plans vont forcément être moins jolis que si vous avez un A7 IV avec une bonne optique. Mais au-delà de ça, la qualité d'image avec cet A7 V, je la trouve excellente. Forcément, au vu de la résolution, en photo comme en vidéo, le piqué est très bon. Mais le point que je voulais surtout aborder, c'était la colorimétrie. En fait, la science des couleurs chez Sony a évolué avec le temps. Maintenant, elle est vraiment très bonne, alors qu'à une époque, voilà, les teintes partaient un peu dans tous les sens. Sur mon A7 IV, je trouvais que justement, j'avais encore des teintes un peu jaunâtres qui partaient. Et là, du coup, nouvelle science des couleurs de chez Sony, ou du moins elle est mise à jour, ce qui veut dire que les couleurs sont plus réelles. Les carnations aussi, donc les teintes de peau, je les trouve plus naturelles. Et même chose, la balance des blancs automatique a été améliorée pour que ça soit justement plus juste, plus ressemblant à la réalité. Et voilà, peut-être que la différence de colorimétrie va être subtile pour vous, et oui, on aurait pu le rattraper en post-production.
post-production. Mais voilà, très content d'avoir cette amélioration-là. Et personnellement, je préfère la version de l'A7 IV. On peut aussi parler de la plage dynamique, vous vous rappelez, donc c'est la capacité à récupérer des infos dans les zones sombres et les zones éclairées de l'image. Là, Sony annonce 16 stops de dynamique, soit plus quand même que la concurrence qui est à peu près autour des 15. Alors, j'ai pas évalué dans un labo exactement la différence, mais l'A7 IV était déjà très bon sur cette partie-là, et je trouve que le 5 l'est tout autant. Donc, la qualité d'image, en tout cas 2 jours, j'en suis très content. C'est plus naturel, plus agréable à regarder sorti du boîtier, et surtout le shift de couleur qu'on pouvait avoir a été corrigé. Mais du coup, côté basse lumière, quand il fait sombre, qu'est-ce que ça donne? On le sait, voilà, Sony, c'est leur point fort, hein, les concurrents ont bien du mal à les égaler. La montée en ISO est reconnue chez eux, et voilà, même si Canon commence à faire des choses très bien, Sony se débrouille toujours bien, et c'est le cas avec cette A7 V, parce qu'en vidéo, on passe à un double ISO natif qui est du coup à 8000. C'est pas une valeur qui est officielle, mais voilà, quand on passe de 6400 à 8000, on voit qu'il y a une différence, on voit qu'on change légèrement de signal, même si c'est pas du vrai double ISO natif, c'est quand même pas mal. Quand on sait que la résolution, c'est quand même du 33 mégapixels, là où la FX3, c'est 12 mégapixels et on peut monter à 12008, très content d'avoir ce double ISO, même si c'est pas un réel. Alors après, évidemment, ça reste un boîtier à la fois photo et vidéo. Donc, voilà, quand on va monter dans les ISO, évidemment que ça va bruiter un peu. Et forcément, si vous activez ou non l'option qu'on a vue tout à l'heure là sur la priorité d'angle de champ, vous aurez un rendu plus ou moins propre en sortie de boîtier. Mais le fait est que monter en ISO chez Sony, ils savent faire, et c'est le cas avec cette A7 V. Avant de vous parler de l'autofocus, de la stabilisation et aussi des points négatifs que j'ai relevés sur ce boîtier, laissez-moi vous parler du logiciel que j'utilise de plus en plus pour retoucher mes photos, Luminar Neo. Et si je l'utilise, autant ces derniers temps, c'est parce que c'est plus simple et aussi le moins cher des logiciels que j'ai pu tester. Tout fonctionne sur des sliders qui sont hyper intuitifs, on le prend très vite en main, et en vrai, en quelques minutes, on arrive à avoir un rendu qui est vraiment bien. Quelqu'un qui a peut-être moins l'habitude de retoucher des photos, voilà, c'est un petit plaisir à utiliser. L'interface du logiciel, elle est hyper bien foutue. J'ai mon catalogue, je peux importer mes photos, je sélectionne justement celles que je veux garder, et souvent, je vais essayer de passer de la base d'un preset, parce qu'il y en a pas mal, et après, je vais venir affiner un peu ce que je veux. Ce qui est bien, c'est que ça va me donner une base, et ensuite, je vais pouvoir ajouter l'exposition, la colo, et aussi utiliser des outils IA, parce qu'ils en ont plein. Moi, il y en a un que j'utilise assez souvent, c'est la profondeur de la lumière, qui va, on va dire, rééclairer une partie de la scène, et d'autres que j'utilise aussi vraiment bien, c'est tout ce qui va être pour des portraits avec le retouche de la peau, où je vais pouvoir aussi rejouer sur l'éclairage. En fait, tous ces outils-là, ça permet d'aller plus vite et pas trop se prendre la tête avec des masques de partout. Lui, il va directement déterminer qui est le sujet. Et on va pas se cacher que un des gros avantages de Luminar Neo, c'est le prix. Là, on parle pas d'abonnement qui va vous coûter une blinde au bout de 5 ans. Non, là, on paye une fois et on l'a pour toujours. Alors évidemment, en fonction de quand vous regardez la vidéo, il y a différentes offres. Si jamais vous voulez le tester, j'ai un code de réduction que je vous affiche à l'écran qui va vous offrir 10% de réduction. Donc si jamais Luminar Neo vous intéresse, je vous mets le lien en description. Ok, parlons de l'autofocus maintenant de l'A7 V parce que il est bien mieux. En fait, il bénéficie de la toute dernière génération d'autofocus avec la puce IA, et ça va améliorer pas mal de choses. Donc déjà, on a plus de sujets de détection. On a les humains, les animaux, les oiseaux, les voitures, les trains, mais c'est surtout qu'on a un mode qu'ils appellent Human Pose Estimation. En gros, ça va un peu analyser la silhouette complète et il va essayer de trouver les yeux, même s'ils sont partiellement cachés. Et en vrai, ça marche vraiment bien. Sur les oiseaux, sur les animaux et même les humains, en fait, je trouve que l'autofocus est globalement bien meilleur que ce que faisait l'A7 IV, même s'il était déjà très bon. Là, on est encore une step au-dessus. Alors, faut savoir que l'autofocus a un petit défaut, c'est en basse lumière. Il est donné qu'il est, on va dire, pertinent jusqu'à -4 EV, ce qui est un peu moins que ce que fait Canon et Lumix. Voilà, ça reste quand même exploitable, mais il faut quand même le savoir que c'est un peu en dessous. En fait, ce qui est cool, c'est qu'on a globalement le même autofocus qu'un des top boîtiers les plus haut de gamme de chez Sony, qui s'appelle le Sony A1 II, que j'ai pu tester aussi. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de similitudes justement avec ce boîtier-là. On a aussi une option pour enregistrer des visages et pour justement leur donner la priorité quand on va filmer, ça pour du mariage. Voilà, c'est quand même une option qui est très intéressante. En termes d'autofocus, honnêtement, je trouve que Canon est devant sur la partie photo. L'autofocus est un peu plus pertinent. Il chope mieux le sujet et il le bloque bien, mais c'est pas le cas en vidéo. Pour moi, en vidéo, Sony a le meilleur autofocus que j'ai pu tester. Ça prend son sujet, ça le lâche pas, et même si en vrai Canon est très bon, voilà, je trouve que Sony est peut-être légèrement un cran en avance. En tout cas, c'est une valeur sûre, quoi. Parlons peut-être d'un des défauts que j'avais le plus avec mon A7 IV, la stabilisation. C'était pour moi peut-être une des pires du marché dans cette gamme. Évidemment, elle est un peu ancienne, le boîtier a plus de 4 ans, donc j'attendais de voir ce qu'ils allaient faire sur l'A7 V, et bingo, ils l'ont amélioré. On monte maintenant en 7,5 stop, et en vrai, ça se ressent. Je trouve qu'on peut mieux filmer à main levée et
même tenter des poses longues en photo. Sony propose évidemment plusieurs modes de stabilisation, dont un mode dynamique qui va cropper dans l'image mais rendre le plan beaucoup plus stable. Et même le fait que la stabilisation de base ait été améliorée, si je vous montre deux plans, normalement vous allez voir la différence entre les deux. Côté gabarit, alors si vous arrivez à différencier de savoir lequel est lequel, bien joué à vous parce qu'on est extrêmement proche. Il n'y a quasiment pas de différence avec la 7 IV d'un point de vue gabarit, si ce n'est quand même un gros point. J'aurais peut-être aimé avoir un meilleur grip, justement le grip de l'A1.2 qui est vraiment un peu au-dessus pour moi. Mais non, on a vraiment le même boîtier. L'avantage que ça a, c'est que si jamais on avait une cage pour la 7 IV, on va pouvoir la mettre sur la 7.5 sans souci. Mais la plus grosse des améliorations, et ça je suis extrêmement content, c'est l'écran. Alors déjà, l'écran s'agrandit. Il passe maintenant à 3,2 pouces et c'est surtout qu'il a fait x2 en termes de résolution. Donc on voit mieux, on voit plus grand et ça c'est forcément un gros point positif. Le deuxième gros point positif, c'est l'orientation de l'écran. Sur le 7 IV, on pouvait uniquement le déporter sur le côté et ça quand on fait justement la photo peut-être paysage ou quand on veut l'avoir pile dans l'axe, devant nous, on peut pas. Et là, du coup, on hérite du système qu'on avait vu apparaître avec la 7R5 ou même ce qu'on a aussi sur l'A1.2 avec une rotule qui va nous permettre d'orienter sur 4 axes l'écran. On peut soit le mettre dans l'axe, soit le déporter sur le côté si on préfère. Et avoir la possibilité de choisir comment on va mettre l'écran, ça c'est un gros plus et je suis très content qu'il ait mis. Côté connectique, le classique, ça change pas grand chose. On a un port carte SD et l'autre c'est un CF Express type A. De l'autre côté, on a deux USB-C, c'est un peu la nouveauté, donc un pour le transfert et un pour la charge. On a les prises classiques, micro, casque et aussi évidemment HDMI et pleine taille. Et ce qui est bien, belle amélioration aussi je trouve, c'est que déjà la batterie reste la même, comparé à Canon qui sort quasiment des nouvelles batteries à chaque nouveau produit. Là on a la même depuis plusieurs années et elles sont très bonnes. Mais là où j'étais surpris et je l'attendais pas du tout là, c'est l'autonomie. L'autonomie a été améliorée, notamment grâce au nouveau processeur. Et en vrai, ça change tout parce que là, les tournages que j'ai pu faire, j'avais une seule batterie sur toute la journée. Et ça tient. Ça, c'est un gros plus parce que du coup, t'as pas peur de perdre en batterie. Et voilà, quand je pars en tournage, je prends deux batteries et je sais que je suis large. Et c'est honnêtement, je pense, peut-être la batterie qui tient le mieux de tous les boîtiers que j'ai pu tester. Voilà, forcément, c'est un plus. Ok, maintenant, parlons d'un autre sujet. Quand on a un boîtier comme ça qui n'a pas de ventilateur intégré, et la surchauffe peut arriver. Et c'était le cas. Avec cette A7 IV, il pouvait surchauffer. Donc, personnellement, quand je l'utilisais en tournage client, j'étais pas hyper serein quand on faisait un podcast ou des longues interviews. La 7.5, c'est beaucoup mieux. On n'a pas de problème de surchauffe. Il peut durer des heures en 4K 25, même en 4K 50 en fait. Il tient hyper bien avant que la batterie ne tombe. Donc globalement, je sais pas trop comment ils font, mais on n'a pas de surchauffe sur ce boîtier-là, à moins que tu le pousses vraiment dans des conditions extrêmes, on va dire, de chaleur. Mais c'est, je pense, le boîtier qui tient le mieux la surchauffe sans ventilateur, tout en gardant évidemment une qualité d'image impeccable. Alors maintenant, un peu comme d'hab, quand je teste des boîtiers, j'aime bien faire la liste des plus et des moins que j'ai trouvé avec ce boîtier-là, et on commence par les plus. Alors ça, c'est tout bête, et d'autres le font déjà, mais on l'avait pas encore. Le menu tourne automatiquement quand on passe justement en mode vertical. Ça, quand on fait des vidéos ou des photos, voilà, c'est un plus à avoir. On l'avait pas encore sur la 7 IV, donc très content de l'avoir. La Wi-Fi a été améliorée, donc pour le transfert d'image, c'est pas mal. C'est pas une option que j'utilise beaucoup, mais voilà, c'est là. On a aussi la possibilité d'intégrer directement nos luttes dans le boîtier pour voir à peu près à quoi ça va ressembler. Ce qui est pas mal, sachant que les luttes de conversion de chez Sony, je suis pas hyper fan, donc moi je préfère mettre les miennes, donc ça c'est bien. Maintenant pour les moins, parce que il manque quand même pas mal de choses dans ce boîtier-là. En photo, on est quand même très bien servi. En vidéo, voilà, moi je trouve qu'il manque des choses. On n'a déjà pas la possibilité de filmer en 7K, même pas en 6K. On est bloqué en 4K, alors que le boîtier, avec ses résolutions, on aurait pu le faire. On n'a pas de RAW vidéo en interne. On n'a pas d'open gate, là où ça commence à être peut-être une norme chez pas mal d'autres boîtiers. On n'a également pas de waveform. Ça, c'est quand même fou. C'est quand même l'outil le plus utile, peut-être, ou du moins le plus simple à comprendre pour bien exposer une vidéo. Et on n'a toujours pas d'angle en obturation. Pareil, ça, c'est un must, on va dire, pour tous les boîtiers vidéo. Même si c'est un boîtier photo, voilà, j'aurais bien aimé l'avoir. Un autre point un peu chiant, mais bon, ça, c'est peut-être plus moi. Mais quand on branche justement un moniteur, si jamais on veut afficher du coup les infos sur notre moniteur, et l'écran va s'éteindre. Donc c'est pas hyper pratique quand tu veux avoir les deux. Mais après, en fait, quand tu regardes bien, enfin en tout cas c'est mon avis, mais je trouve que les points négatifs sont pas rédhibitoires. Sauf si évidemment vous voulez absolument filmer en open gate ou faire du RAW en vidéo. Mais si jamais c'est le cas, je pense sincèrement que la gamme A7, elle était pas destinée à vous directement quoi. Autant passer du coup sur une gamme plutôt cinéma. Maintenant parlons prix parce qu'il y a un sujet. 2999 €. C'est plus cher qu'au lancement de la 7 IV, 100 € plus cher. C'est aussi plus cher que le Canon R6 III. Et personnellement, je le trouve un poil trop cher. En fait, je me doutais qu'ils n'allaient pas baisser le prix par rapport au lancement, mais j'espérais au moins qu'ils le gardent au même prix que le lancement de la 7 IV. Comme on fait d'ailleurs Canon avec le R6 II en passant au 3. Alors évidemment, pour tout ce qui renferme, on en parlera dans la conclusion, c'est pas déconnant non plus, mais voilà. Alors d'ailleurs, l'ami Damien Vernal vous a fait une masterclass sur le boîtier, si jamais vous voulez le maîtriser à 100%. Et pareil, selon quand vous regardez la vidéo, elle peut être
offerte pour toute commande chez IPLN. D'ailleurs, pensez au code Maxime, c'est ce qui m'aide le plus. Donc maintenant, qu'est-ce que j'en pense de cet A7 V? Je suis assez partagé parce qu'en fait, c'est à la fois le minimum syndical, on va dire, qu'il devait y avoir pour que ça soit une caméra acceptable et utilisable sur le long terme, mais c'est pas non plus une révolution. Et mon petit cœur de vidéaste est forcément un peu déçu, quoi. Mais en fait, il faut aussi réfléchir qui est la cible pour ce boîtier-là. Forcément que si vous faites que de la vidéo, l'A7 V, c'est peut-être pas votre boîtier rêvé. Il va peut-être plus falloir aller vers de la FX3, voire même la suite d'ailleurs. Mais si vous faites de la photo et de la vidéo, là, évidemment, la question se pose. Mais en fait, quand je regarde bien tous les défauts qu'avait la 7 IV, que j'ai remarqué et que vous m'avez aussi fait remonter, et ils ont été corrigés. On a une meilleure stabilisation, on a un meilleur autofocus, on a un rolling shutter qui est bien maîtrisé, on a du ralenti en 4K qui est pas croppé, on a une meilleure science des couleurs et pas de surchauffe. Avec en plus de ça une batterie qui tient bien mieux. En fait, il faut se rendre compte que toutes les capacités qu'il a, à la fois en photo et peut-être aussi un peu en vidéo, ils ont de quoi concurrencer un des boîtiers le plus haut de gamme de chez Sony qui est la 1 Mark II. Donc en fait, je comprends que les gens soient un peu déçus et peut-être en attendaient plus, mais la réalité c'est que pour 90% des personnes qui veulent un boîtier Sony qui fait à la fois de la photo et de la vidéo, ce boîtier-là, il est incroyable. Oui, on aurait aimé qu'il fasse plus en vidéo, oui, on aurait aimé qu'il fasse pas de 4K 120 croupé, qu'il fasse du RAW et de l'open gate, mais voilà, la réalité c'est, est-ce que vous en avez réellement besoin? Combien de fois vous allez l'utiliser? Et si la réponse est oui à ça, vous l'utilisez énormément, la gamme est pas faite pour vous, il faut peut-être plus aller vers du FX, FX3, la suite, FX6, etc. Donc pour moi, si vous avez un A7 IV, je trouve ça pertinent de passer sur l'A7 V. Encore une fois, si vous avez le budget. Tout est mieux que ce qu'on avait sur la 7 IV. Et l'upgrade, pour moi, vaut le coup et je sais que je vais revendre mon A7 IV pour la 7 V. Mais dans tous les cas, si jamais vous hésitez entre un boîtier Nikon, un boîtier Canon, Lumix, Sony, peu importe, rappelez-vous que le plus important quand vous choisissez une marque, c'est les optiques. Vous devez toujours prendre ça en compte. Et là, pour le coup, force est de constater que Sony sont en avance là-dessus. C'est le parc optique le plus large. Pas uniquement avec les optiques que propose justement Sony, mais on a des marques comme Tamron, comme Sigma, comme Victrox, Laowa et plein d'autres qui font que le choix il est énorme avec des budgets qui sont évidemment beaucoup plus attractifs. Dans tous les cas, dites-vous que peu importe le boîtier que vous choisissez aujourd'hui, en vrai, ils sont tous très très bons. Peu importe la marque, peu importe le boîtier dans ce segment-là, ils vont couvrir quasiment 90% de tous nos besoins. Donc tout dépend de ce que vous avez besoin. Certains vont faire plus, d'autres vont faire moins. Il y a une histoire aussi un peu de confort et d'utilisation, donc à vous de voir ce que vous avez réellement besoin. Mais ça reste que mon avis personnel, même s'il manque des choses. Voilà, je suis quand même très content de cette évolution de l'A7 V. Et si jamais vous voulez l'acheter, pensez à le prendre chez IPLN avec le code Maxime. Je remercie d'ailleurs tous ceux qui mettent mon code sur IPLN. Vous vous rendez pas compte à quel point ça m'aide à faire ce genre de test un peu plus en profondeur. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se dit à la semaine prochaine. La bise.